le plan, ce qui est prévu dans le programme. Donc, le programme de réseau de L3, donc, il est constitué donc, de 5 chapitres normalement. Donc, dans le premier chapitre, donc, ce sera une introduction générale d'un certain nombre de concepts et de paradigmes liés au réseau. C'est-à-dire qu'on va parler de choses que vous entendez, et sans trop les détailler. Donc, il concerne donc tout ce qui concerne donc le réseau informatique. On accentuera, en tout cas, on détaillera plus lors des chapitres qui suivent. Alors, dans le premier chapitre introductif, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le modèle HDA qu'on appelle le modèle OSI. Pourquoi il est important? Parce que le modèle HDA, c'est le standard qui est utilisé pour décrire tous les protocoles ou les architectures de communication. Et donc, c'est un concept très important dans les réseaux. Donc, par la suite, donc les chapitres qui vont suivre, on va revenir sur ce qui a été donné dans le chapitre 1, mais en les détaillant. Notamment le chapitre suivant qui va parler des problématiques de communication au niveau physique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les communications des données, mais au niveau signal. Donc, comment transmettre une information, quels sont les types de signaux qu'on va utiliser, comment transmettre donc, des signaux sur différents supports, comment envoyer plusieurs signaux sur un même support, etc. Donc, ça, c'est ce qui va être abordé dans le chapitre 2. Chapitre 3, donc on va parler donc des détections et des corrections d'erreurs, c'est-à-dire s'il y a lors de la transmission une erreur qui s'est produite, comment pouvoir la détecter à l'arrivée, comment pouvoir la corriger. Donc, quelles sont les techniques qui sont utilisées dans le domaine des réseaux pour justement éviter ces problèmes liés aux erreurs. Alors, à la fin, donc, on abordera un certain nombre de protocoles qui sont utilisés justement pour ce besoin-là, notamment ce qu'on appelle les protocoles de liaison, donc qui permettent justement de détecter et de corriger des erreurs. Le chapitre qui suit, donc, qui va aborder les réseaux locaux. Alors, c'est quoi un réseau local? C'est la structure la plus utilisée dans le domaine des réseaux. Parce qu'il y a les réseaux locaux, les réseaux moyens, métropolitains, et il y a les réseaux étendus. Donc, c'est une structure de petite envergure. C'est ce qui va être conçu en premier lieu pour relier les machines. Donc, dans les réseaux locaux, il y a plusieurs standards. C'est-à-dire, quand on relie les machines entre elles, on ne les relie pas de manière aléatoire. Donc, il y a des standards qui ont été développés pour nous dire comment relier les machines, quel câble il faut utiliser, ou là, si ce n'est pas des câbles, quel type de support il faut utiliser. Donc, on abordera justement tous les standards qui ont été définis, qu'on appelle les méthodes d'accès, et on parlera notamment d'un modèle en particulier, c'est les réseaux Ethernet. Donc, les réseaux Ethernet, c'est un type de réseau local. Alors, pourquoi les réseaux Ethernet? Parce que c'est le concept ou le type de réseau local qui est le plus utilisé de nos jours. Et enfin, le dernier chapitre, il va aborder le protocole TCP/IP. Alors, c'est quoi le protocole TCP/IP? C'est la chaîne protocolaire ou l'architecture protocolaire qui est la plus utilisée pour faire communiquer les machines entre elles. OK. Donc, TCP/IP, c'est le protocole, si vous voulez, standard d'Internet. Donc, Internet, lorsqu'il a été développé, il a développé avec lui TCP/IP. Ben, TCP/IP, il a pris quasiment le monopole de toutes les architectures de communication qu'on va retrouver dans le réseau. Donc, en général, tous les réseaux vont utiliser TCP/IP. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul. Hein. On peut trouver d'autres architectures de communication qui sont utilisées pour faire communiquer donc, des machines entre elles. Oui? Est-ce qu'il y avait... Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est le programme du module. Alors, il y a une bibliographie qui pourrait vous être utile. Donc, je vous enverrai à la fin du cours ce document-là. J'avais oublié d'envoyer. OK. Donc, il était prévu de commencer par le chapitre introductif. C'est ce qu'on va faire. Alors, pour le module, donc, il y a 2 séances de cours par semaine. Il y a aussi des TP. Donc, les TP, c'est de l'ordre pratique. Hein. Donc, il devrait commencer normalement la semaine prochaine, une fois que les listes des étudiants seront prêtes.
Alors, je ne me rappelle plus le jour, je crois que c'est un samedi. En tout cas, vous avez eu l'emploi du temps. Donc, il y a 4 groupes. Et donc, Mercredi et jeudi. voilà. Donc, alors, je ne sais pas si tous les groupes ont un enseignant, parce que je crois qu'il y a un problème d'enseignant cette année. Donc, peut-être qu'il y a des groupes qui vont commencer, d'autres qui ne vont pas commencer. Donc, je vais voir qui a été affecté, mais il me semble la dernière fois, il n'y avait que 2 groupes qui avaient un enseignant. Les 2 autres groupes n'avaient pas encore d'enseignant. OK. Mais normalement, ça devrait commencer la semaine prochaine, Inch'Allah. Une fois que les listes seront établies. Donc, si les listes ne sont pas établies, il est clair que vous ne pouvez pas commencer votre TPI. Alors, on va commencer par le chapitre 1. Et vous pouvez m'arrêter s'il y a une question ou si vous avez une interrogation. Donc, le mot scientifique ou technique qui va représenter réseau, ce qu'on appelle réseau, c'est ce qu'on appelle la téléinformatique. C'est que il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, on ne parlait pas de réseau, on parlait de téléinformatique pour désigner la science qui enseignait les techniques qui permettaient de regrouper les machines entre elles. Alors, pourquoi téléinformatique? Donc, on va un peu décrire ce mot technique. Donc, si on se réfère aux bases linguistiques du français, donc il y a un préfixe télé et il y a le mot informatique que je connais. Donc, télé, c'est le préfixe qu'on va retrouver dans télévision, enfin, dans pas mal de mots, qui va désigner quelque chose, un traitement qui se fait à distance, un processus qui se fait à distance. Informatique, que je connais un peu mieux, je peux le subdiviser en 2 mots, c'est l'information et l'automatique. Donc, je peux déjà trouver une définition à cette science, c'est-à-dire c'est le traitement de l'information ou l'automatisation de l'information à distance. Donc, ça, c'est la tâche première d'un réseau. C'est comment traiter une information sur une machine qui n'est pas la mienne, mais qui se trouve à une certaine distance. Donc, la téléinformatique, elle va faire appel à plusieurs techniques. C'est des techniques de télécommunication qui ne sont pas liées à l'informatique en elle-même, c'est-à-dire comment raccorder ces machines-là par les câbles, comment envoyer des signaux, etc. Donc, c'est plus de l'électronique. Et un deuxième aspect, qui est plus proche du domaine informatique, c'est tout ce qui est protocole lié à la communication, c'est-à-dire comment faire échanger de l'information entre des machines distantes. Il faut un langage, parce que les machines peuvent être hétérogènes, c'est-à-dire ne pas utiliser le même équipement matériel, mais aussi ne pas utiliser le même software, c'est-à-dire pas les mêmes systèmes d'exploitation, pas les mêmes logiciels, etc. Hein? Donc, lorsque vous faites communiquer, par exemple, une tablette sur un réseau, la tablette, elle utilise en général Android comme système d'exploitation. D'autres machines plus grosses vont utiliser, par exemple, Windows ou les Macintosh, d'autres systèmes d'exploitation, ou la Linux, etc. Donc, ce sont des systèmes d'exploitation qui sont différents, qui peuvent tourner aussi sur des équipements qui utilisent des processeurs et tout ce qui est matériel catenaire qui sont complètement différents. Donc, déjà, la structure de représentation des nombres et des caractères peut être différente. Donc, il faut des protocoles qui permettent d'assurer l'intercommunication et l'échange entre ces équipements-là. D'accord? Donc, ça, c'est lié plus au domaine de l'informatique. Donc, je vais trouver plusieurs techniques, soit liées à la communication, à l'électronique et à la télécommunication, soit liées au domaine informatique. Donc, dans un réseau d'ordinateurs, ou là, un système téléinformatique, okay, donc je vais retrouver différents équipements. Alors, on va retrouver ce qu'on appelle des PC clients ou là, des machines clientes que je vais différencier d'un autre ensemble de machines que je vais appeler serveurs. Je vais expliquer pourquoi par la suite. Pour relier ces équipements-là, j'aurais peut-être besoin d'équipements d'interconnexion. C'est quoi un équipement d'interconnexion? C'est un équipement qui va m'assurer le raccordement des machines qui vont consommer de l'information, qui vont soit produire de l'information, c'est-à-dire le serveur, et celles qui vont consommer cette information, qui sont les clients. Alors, parmi les équipements d'interconnexion, je vais trouver, on verra par la suite, on va détailler,
les routeurs, les switches, etc. Ça, ce sont ce qu'on appelle les équipements d'interconnexion. Elles sont là pour interconnecter les machines, que sont les clients ou bien les serveurs. Je peux faire appel à ce qu'on appelle des interfaces de communication, c'est les cartes réseau et les modems. Ça, c'est pour adapter la machine par rapport au câblage qui est utilisé. Lorsque vous faites par exemple, vous utilisez le Wi-Fi, vous avez besoin d'une carte réseau Wi-Fi. La carte réseau Wi-Fi est une interface de communication, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'envoyer des signaux adaptés par rapport au support. Le support, c'est quoi ici? C'est l'air. OK. Donc, chaque support, chaque câble doit avoir la câble réseau, la carte réseau, pardon, qui s'adapte par rapport aux caractéristiques du signal que je vais envoyer. Donc, dans l'air, si j'utilise le Wi-Fi, je ne vais pas envoyer les mêmes signaux, par exemple, si j'utilise le Bluetooth. Le Bluetooth aussi utilise l'air, mais il n'a pas les mêmes façons d'envoyer les signaux. Sur des câbles, on peut trouver différents câbles. On peut trouver de la fibre optique, on peut trouver du câble coaxial, on peut trouver des paires torsadées. Il y a différents types de câbles. Chaque câble a ses propres caractéristiques et donc doit avoir la carte réseau qui s'adapte par rapport à lui. C'est-à-dire que les signaux sur une fibre optique, ce sont des signaux lumineux qui sont envoyés à une certaine fréquence, etc. Sur les autres types de câbles qui sont à base de cuivre, donc on va envoyer un courant électrique. Donc, même le courant électrique qui va circuler sur un câble n'est pas le même que celui qui va circuler sur un autre câble. OK. Donc, le rôle de l'interface, peut-être une carte réseau ou un modem, c'est d'adapter par rapport au support et par rapport à la technique que je vais utiliser pour générer le signal et l'envoyer sur ce support. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Interagissez un peu. Oui, monsieur, c'est clair. C'est bon. Alors, pourquoi un réseau? C'est-à-dire, il y a 50 ans, oui, on va dire avant les années 70, il n'y avait pas de réseau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité technique de pouvoir raccorder les machines entre elles. Donc, les réseaux ont été créés la première fois à partir je crois, de 1970, en tout cas vers la fin des années 70. Avant les années 70, avant les années 80, on va dire, donc on avait affaire à des solutions monopostes. C'est-à-dire que vous avez simplement un ordinateur personnel, donc vous pouvez travailler dessus. Bien sûr, il avait des possibilités très, très limitées par rapport à aujourd'hui, donc en termes de CPU, en termes de mémoire, ce que vous voulez. Et lorsqu'il fallait transporter l'information, il fallait prendre ce qu'on avait appelé tout à l'heure dans le temps donc des disquettes, c'est-à-dire des supports de stockage, très limités là aussi, et donc se trimballer ces disquettes d'un poste à un autre. Donc, il n'y avait pas cette possibilité de raccorder les machines entre elles pour pouvoir échanger de l'information. Donc, à un certain moment, donc, les concepteurs d'ordinateurs, en tout cas de solutions informatiques, sont dit il faut passer à autre chose. Il faut qu'on puisse raccorder les machines entre elles. À votre avis, mettez-vous dans les années 70 et posez-vous la question, quelles sont les applications qui ont poussé justement ces concepteurs-là, en tout cas les besoins qui ont poussé ces concepteurs à introduire justement les réseaux, en tout cas à chercher à interconnecter les machines entre elles. Pas par rapport à aujourd'hui, mais mettez-vous dans le temps, dans les années 70. Dans les années 70, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas ce que vous avez actuellement, Facebook, etc. C'était très basique comme application. Oui, c'est à vous, hein, c'est une question qui vous est posée. C'est les programmes. Alors, c'est-à-dire, programme. Et des programmes pour créer les logiciels et pour... Est-ce que tu as besoin d'un réseau pour créer un programme?
Non, pour Donc, le la machine, transférer. mais c'est-à-dire, pourquoi tu as besoin d'interconnecter plusieurs machines pour créer un programme? C'est un besoin. Le partage d'informations. Communiquer entre les machines. Alors, je reviens vers celle qui m'avait dit partage d'informations. Bah, je reviens vers vous. Alors, clarifiez-moi Pour ne votre pas idée. dupliquer les informations, les données. Avant. C'est-à-dire, quand vous dites partager de l'information, qu'est-ce qui va permettre de partager l'information? C'est la centralisation des informations. Alors, si vous voulez partager l'information, elle est où? Dans les machines. Est-ce qu'elle est dans les machines, l'information? Elle est sauvegardée où en De général? données. Base Alors, de les données. données, justement, où est-ce qu'elles sont sauvegardées? Dans les La disques, mémoire centrale. Non, quand elles sont Dans organisées. les serveurs, monsieur. Oui, sous forme de quoi? Sous forme des informations. Quelle est la structure informatique qui est utilisée pour sauvegarder une information organisée? Des fichiers. base de données. Une base de données, ce n'est pas un fichier, c'est une base de données. Quand vous êtes dans une entreprise, que vous avez des données, il faut concevoir cette structure sous forme de... Donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu les bases de données en seconde année, vous les avez vues, non? Oui. Donc, ça a une certaine structure logique, donc elles permettent de sauvegarder des enregistrements dans des tables, etc. Donc, cette organisation-là, quand on la crée, quand on crée une base de données, c'est pour pouvoir servir des clients qui, en général, devraient se trouver sur un réseau. Mais avant la naissance des réseaux, c'est-à-dire dans les années 70, c'était dupliqué, comme j'ai entendu le mot quelque part par votre camarade, c'était dupliqué au niveau de plusieurs postes. C'est-à-dire que la même base de données, je vais l'installer sur une machine. Par exemple, si j'ai une société, ben, on dit par exemple la base de données service comptabilité, une copie de cette base au niveau d'un autre service à les personnels, etc. Donc, j'avais plusieurs personnes qui travaillaient sur cette base de données, mais pas sur la même instance. Et ça posait un problème. Alors, à votre avis, quel est le problème qui se pose quand on duplique une base de données? Les bases de données ne sont plus synchronisées. On a différentes informations qui ne correspondent pas à d'autres. Et donc, ça crée des conflits. Alors, c'est pas le mot conflit qu'on utilise, on utilise un autre mot plus spécifique qui concerne les bases de données. C'est là, ça commence par un C aussi. Hein. C'est la cohérence, c'est-à-dire que votre base de données devient incohérente parce qu'il faudrait qu'à un instant T, toutes les copies, comme vous dites, devraient être synchronisées, c'est-à-dire qu'elles reflètent la même réalité. Pourquoi? Sinon, ça pose un problème. Si votre base de données, elle va concentrer les informations, par exemple, dans le stock des produits que vous avez dans une société. Donc, si vous en vendez, dès que le code, il va exploiter cette information, qui doit exploiter cette information, ou là, avoir à jour cette information. Donc, si cette information n'est pas à jour, donc il peut soit considérer que le stock n'a pas changé et faire des opérations par rapport à une information qui est désuète, qui est ancienne. Donc, il faut répercuter cette information à l'instant T. Et donc, dans le temps, comment on essayait de garder plus ou moins une base de données incohérente, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une modification, il fallait se trimballer avec sa disquette pour justement répercuter les changements au niveau des autres personnes qui utilisaient cette même base. Et donc, c'était impossible de garantir en fin de compte à un instant T que la base de données était cohérente et ça créait énormément de problèmes. D'accord? Donc, les réseaux était le moyen qui permettait de régler ce problème. Parce que lorsque vous allez raccorder toutes les machines entre elles, donc tous les services vont interroger la même base de données. Donc, ils n'ont pas une base de données qui était dupliquée. Et donc, ça permettait de garder une cohérence dans la base, puisque les requêtes arrivaient vers ce qu'on appelle le serveur de gestion de base de données, le SGBD, qui est là où on va mettre, c'est-à-dire une machine là qui va héberger cette base de données. Et il y a un logiciel qu'on appelle le serveur de gestion de SGBD qui va recevoir les requêtes venant de différents clients et les traiter en temps réel
sans qu'il y ait une répercussion sur la cohérence de la base. Donc ça, c'est une raison qui a poussé justement au passage vers une solution réseau. Est-ce que je peux trouver d'autres besoins? Oui, en plus de la base de données et du partage d'informations, est-ce qu'il y a d'autres besoins de base, hein? N'allez pas avoir des choses compliquées. Oui, c'est à vous, s'il vous plaît. La connectivité entre les machines, monsieur. Et pourquoi faire? Donc, c'est ça. Lorsque vous assurez une connectivité ou une connexion entre les machines, ça sert à quoi? Donc, on vient de donner une raison. Faciliter l'accès, monsieur, à l'information. Et c'est ça. L'information, c'est la base de données. En dehors du partage de l'information, qu'est-ce que permet un réseau comme application de base? La coordination. Alors, comment va se faire la coordination? Si vous êtes dans une entreprise et effectivement, vous voulez coordonner le personnel qui travaille sur une tâche, au lieu de se déplacer, par exemple, vous avez besoin de rentrer en contact avec quelqu'un qui est au premier étage et vous êtes au quatrième, sans que vous ayez à vous déplacer, vous faites quoi? On transmet les fichiers au serveur et on récupère ces fichiers ou ces informations du serveur. Non, quelque chose de simple. C'est-à-dire, si vous avez besoin de lui dire quelque chose, vous n'avez pas besoin de descendre les étages et remonter. Échange d'informations. Utiliser une messagerie interne, monsieur. Voilà, c'est la messagerie. La messagerie était l'application première qui a été utilisée dans le réseau. C'est pouvoir envoyer des messages instantanés, les emails. Ça a été le besoin, j'allais dire, premier qui s'est fait ressentir lorsqu'on a créé les premiers réseaux, c'est-à-dire d'installer un système de messagerie. Donc actuellement, même lorsque les réseaux ont été créés la première fois, donc le premier service qui a fonctionné, c'est la messagerie, c'est-à-dire permettre à un personnel dans une entreprise de pouvoir communiquer sans qu'il ait à se déplacer. OK. Et donc actuellement, dans toutes les entreprises, c'est le moyen rapide, c'est-à-dire si vous avez à parler avec quelqu'un qui est soit même pas à distance, c'est-à-dire qui n'est pas loin, qui est juste à côté, vous lui envoyez un message parce que vous allez moins le déranger, vous allez perdre moins de temps, c'est plus efficace. Donc la messagerie, donc la possibilité d'envoyer des messages instantanés vers donc des clients qui sont soit proches ou là à distance. Est-ce qu'il y a un autre besoin? Oui? Bon, on va détailler. Donc, on avait parlé de premier point, donc le besoin d'échanger et partager des informations, éviter de dupliquer les bases de données, donc leur incohérence. Et donc, ce que vous ne m'avez pas dit, c'est la possibilité de mutualiser les ressources, c'est-à-dire les imprimantes, la mémoire, les disques, etc. C'est-à-dire lorsque vous achetez, par exemple, une imprimante, dans le temps, si vous n'avez pas de solution réseau, il faudra à chaque fois se déplacer vers la machine auquel est raccordée cette imprimante. Alors que si vous partagez votre imprimante sur le réseau, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, ni déranger votre camarade. C'est-à-dire que vous lancez le job d'impression à partir de votre PC et ensuite vous récupérez donc les feuilles imprimées par la suite. OK. Donc ça permet de rationaliser, c'est-à-dire diminuer le nombre d'imprimantes que vous allez acheter dans une entreprise. Au lieu d'acheter une imprimante par machine, vous allez en acheter une peut-être par un ensemble d'utilisateurs. Hein. Et donc, ça vous permet de réduire le nombre de ressources puisque vous allez les partager sur le réseau. Et donc, ça peut être aussi le cas pour toutes les ressources que vous partagez, les scanners, etc. Assurer la communication et la collaboration entre les groupes de personnes par la messagerie et autres possibilités de communication.
Hein, donc, dans le temps, c'était la messagerie, mais maintenant, on a plus de possibilités d'assurer cette communication à travers les réseaux sociaux, etc. Donc, ça, c'est, j'allais dire, les premiers besoins qui ont poussé justement à la création des réseaux. Alors, comme application professionnelle, s'il y avait un point que j'avais oublié. OK, alors comme application, donc on peut trouver plusieurs applications. Donc, en tout cas, dans les années 70, les premières applications qui ressentaient le besoin d'être les réseaux, on pouvait les classer en 7 applications. Donc, il y a la première application, c'est la télésaisie. C'est quoi la télésaisie? C'est la possibilité de pouvoir entrer en commande d'une machine à distance. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train d'envoyer des commandes à votre processeur pour exécuter une tâche ou la lancer une application, vous le faites, c'est-à-dire à partir de votre clavier qui est raccordé directement à la carte mère et à la CPU. Maintenant, le réseau vous permet aussi de lancer, donc ou la rentrer dans le mode commande d'une machine, mais à distance. C'est ce qu'on appelle la télésaisie ou là le telnet. C'est-à-dire il y a des protocoles qui vous permettent de commander une machine à distance. Et comme si vous étiez présent à côté en train de taper sur le clavier. Donc ça, c'est l'une des premières applications qui a été utilisée dans les réseaux. L'interrogation à distance d'une base de données, sans la donnée, à travers le SGBT. La soumission de travaux à distance en temps partagé. Donc, dans les premiers réseaux qui ont été développés, il y avait la notion de ce qu'on avait appelé un terminal. C'est quoi un terminal? C'est-à-dire les premiers postes clients qui ont été introduits, c'était des postes très réduits en termes de capacité. C'est-à-dire qu'ils n'avaient en leur possession qu'un clavier et qu'un écran. Ça, c'est ce qu'on avait appelé un terminal. Donc, il n'y avait pas de ressources actuelles de calcul qui va la CPU, la carte mère, la mémoire. Il n'y avait rien de ça. Il y avait l'écran, le clavier et une carte réseau qui étaient raccordés vers un serveur. Et c'était le serveur qui permettait à ses clients de pouvoir fonctionner. Donc, les clients envoyaient des requêtes, des jobs, ce qu'on a appelé des jobs vers le serveur, et tout s'exécutait au niveau du serveur. Et donc, lorsque les résultats étaient calculés, donc ils étaient envoyés vers le terminal pour qu'ils soient affichés sur l'écran. Donc, en fait, le clavier, il sert simplement d'interface d'input et l'écran a une interface d'output. Mais il n'y avait pas de ressources de calcul ou de stockage au niveau de ces terminaux. Et tout se faisait au niveau du serveur. Et donc, tout ce qui était traitement ou là, donc on a appelé ça des jobs. Et donc, lorsqu'on a plusieurs clients et un serveur, donc lorsque tout le monde envoie ces processus, ces jobs, donc c'était traité en temps partagé. Donc ça, c'était les premiers réseaux qui ont été développés. OK. Donc c'était ce principe-là qui était utilisé. Alors, on peut trouver maintenant des machines qui sont destinées à l'organisation du réseau, c'est-à-dire qui permettent d'acheminer l'information sur le réseau lorsque les machines étaient distantes. Et quand on dit distance, c'est-à-dire à des peut-être milliers ou la centaine de kilomètres. Donc, elles réalisaient des opérations qu'on appelle la commutation ou bien le routage d'informations qu'on va expliquer par la suite. On peut trouver des machines dans l'informatique industrielle, c'est-à-dire que maintenant, le process de fabrication de certains produits, il est géré par ordinateur. On peut trouver des ordinateurs, par exemple, à l'intérieur des voitures, dans les avions. Dans les avions, tout est géré par ordinateur. Lorsque vous avez le pilote automatique qui est enclenché, c'est-à-dire c'est un ordinateur qui va piloter l'avion sans l'intervention de l'humain. Et donc, il va prendre des décisions en fonction de ce qu'il a capté. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs au niveau de l'avion qui permettent d'avoir des informations concernant la vitesse du vent, l'altitude, la position, etc. Donc, en fonction de ces paramètres qui sont captés, qui sont récupérés, donc l'ordinateur va prendre des décisions, soit maintenir une certaine vitesse, ou la monter en altitude, ou la descendre, etc. Donc, ça, on va retrouver l'ordinateur un peu partout dans le domaine industriel. Donc, on a parlé de la messagerie électronique et le partage des ressources. Donc, tout à l'heure, on a parlé de ressources de base qui valent l'infiniment, mais actuellement, la mutualisation des ressources, elle est assez accélérée. C'est-à-dire qu'on va retrouver des notions qui de cloud qui permettent justement de stocker son information
ces informations, ces données sur une machine distante, par exemple dans Google, et pouvoir les récupérer n'importe où, ce qui a donné la notion, ce qu'on appelle l'ubiquité, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir être mobile et être à un instant donné dans un endroit différent et pouvoir bénéficier de ces données-là, de ces données personnelles, sans qu'il y ait de problème, c'est-à-dire en les récupérant à partir de cette notion de cloud. Donc ça, c'est les applications donc, premières ou là qu'on peut trouver à l'organisation d'un réseau. On peut aussi élargir ces applications à ce qu'on appelle les applications domestiques. C'est-à-dire que l'ordinateur, de nos jours, il a été aussi introduit à l'intérieur de nos maisons. Et donc, ça a donné le concept, ce qu'on appelle le smart home. Donc, maintenant, dans certains pays, l'ordinateur permet justement d'enclencher, par exemple, la climatisation automatique, ou bien le chauffage automatiquement, ou la fermer ou la éteindre les lumières dès que vous rentrez, ou là de vous dire, par exemple, la liste des produits qui manquent dans votre réfrigérateur. Donc, on a introduit l'ordinateur un peu partout, même dans nos maisons, pour permettre justement de gérer ou là d'augmenter la qualité de vie. Donc, voilà les services qu'on peut retrouver. Donc, l'accès à l'information à distance, la communication entre personnes, le divertissement interactif, le commerce électronique, qui maintenant devient assez répandu. Donc, vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour acheter les choses. Vous pouvez le faire à partir de votre domicile. La géolocalisation à travers les services qui sont offerts par Google notamment, etc. Donc, il y a plusieurs services qui sont offerts par les réseaux actuellement et qui deviennent quasiment quotidiens, c'est-à-dire qu'on les utilise tous les jours. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie avant d'avancer? Est-ce que vous êtes là? Oui. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oh, oui? Oui, monsieur. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on avance. Alors, tout à l'heure, j'avais fait le distinguo entre machine client et machine serveur. Alors, en termes techniques ou la physique, il n'y a pas une grande différence entre une machine client et une machine serveur. C'est-à-dire qu'une machine, elle a toujours un processeur, elle a toujours une mémoire, elle a un disque dur, etc. Donc, vous allez trouver les mêmes composants dans un serveur. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que l'une, on va l'appeler serveur et l'autre, on va l'appeler client, à votre avis? Monsieur, c'est l'utilisation, non? C'est la façon dont on l'utilise. Le client utilise sa machine pour lui-même, alors que le serveur est lié à d'autres clients pour faire des traitements différents selon leurs besoins. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, je vais acheter deux machines, on va dire les mêmes, identiques. Wahed, il va devenir serveur, et l'autre, il va devenir client. Tout à l'heure, on avait parlé de SGBD, de base de données. Donc ça, Serveur pour stocker des informations. je termine et je te donne la parole. Donc, si je dois installer une base de données dans une machine, j'aurais pu l'installer dans la première ou dans la deuxième. D'accord? Donc, qu'est-ce qui a fait que je vais l'appeler serveur ou je vais l'appeler client? Oui. Monsieur, le serveur permet de stocker des informations de plusieurs clients. Par contre, un client, il stocke l'information de client هذاك. Mais pas d'autres informations. Bon, simplement, je vais peut-être faire une petite note. Il n'y a pas qu'un seul serveur. Le serveur est lié au service qu'il produit. C'est-à-dire que vous allez trouver un serveur web. Donc, le rôle TAO, c'est de produire des pages web. Lorsque vous l'interrogez à travers des requêtes HTTP, vous avez le serveur de gestion de base de données, le SGBD, qui lui va traiter les requêtes, par exemple l'accès ou la récupération d'informations à partir des requêtes SQL qui permettent justement d'interroger la base de données pour récupérer une information qui est stockée. Je peux trouver d'autres types de serveurs. Donc, chaque serveur, il est censé gérer la structure qui contient une certaine information, va donner le résultat sous forme aussi prédéfinie
par rapport au service auquel il a été installé. Donc, dans une machine, je peux trouver sur une machine, par exemple, un SGBD, sur une autre, un serveur web. Donc, quand on dit serveur, c'est serveur par rapport à un service. Et quand on dit client, c'est client par rapport à un service donné. Donc, on a sur l'écran. Je peux, par exemple, dire que c'est un serveur web. Donc, ils sont clients web. C'est-à-dire, pourquoi client web? Parce qu'ils vont envoyer, s'ils veulent récupérer une page web, et sauvegarder au niveau de ce serveur-là, ils doivent envoyer la requête vers cette machine-là. Mais j'aurais pu, par exemple, dans ce client-là, installer un SGBD. Et donc, pour le service de base de données, ce client-là, qui était client pour le web, devient serveur pour le SGBD. Il devient client pour le SGBD, alors qu'il est lui-même serveur pour le web. Donc, la notion de serveur est liée au service, c'est-à-dire c'est une notion software. Ce n'est pas une notion hardware, ce n'est pas une notion physique. Donc, je reviens à ma question de départ. Qu'est-ce qui va définir qu'une machine est appelée serveur ou la client? Déjà, est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Est-ce que c'est clair Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK. Alors, À travers le type d'utilisation, monsieur. Je sais type d'utilisation, mais ça, il faut aller plus loin. C'est par rapport au service que vous installez. C'est-à-dire que si je prends une machine, j'installe un serveur web. Le serveur web, c'est une application. C'est une application. Vous l'installez. Le SGBD, tu as une base de données, c'est une application. Vous devez créer la base et créer, par exemple, installer Oracle ou la SQL Server sur cette machine-là pour que vous puissiez gérer justement cette base de données. Si vous n'installez pas ce logiciel-là, le service n'existe pas. Le serveur ne peut pas fonctionner. Donc, c'est donc des machines d'abord qui vont héberger l'application serveur. Alors, si c'est un serveur web, il faut installer, par exemple, le serveur Apache ou d'autres types de serveurs qui permettent de gérer justement proposer un service web. D'accord? Si on avait dit un SGBD, donc il faut installer, par exemple, Oracle ou l'SQL Server. D'accord? Donc, c'est ce qui va donner ce qualificatif de serveur. Donc, s'il n'y a pas une application qui produit des services réseau, je ne peux pas qualifier une machine de serveur. Et donc, une machine à l'instant T peut être serveur elle-même par rapport à un service et cliente par rapport à un autre service. Donc, c'est une notion qui n'est pas, si vous voulez, fixe, qui est dynamique par rapport au type de service que j'entends. Parce qu'il y a différents services qui sont offerts dans le réseau. Donc, il n'y a pas qu'un seul service. Alors, comme ces machines-là sont censées traiter des requêtes, donc générer de l'information, forcément, c'est-à-dire pour un besoin, pour être pragmatique et pour un besoin technique, j'ai besoin de prendre une machine qui a des capacités de traitement et de stockage plus importantes que les autres machines. Je ne vais pas prendre un laptop pour installer un serveur. Je peux, mais forcément, il sera dépassé. Donc, si j'ai envie de l'utiliser dans une entreprise, il est clair qu'au bout d'un certain temps, il va être saturé, il va tomber en panne. Donc, il faut prendre une machine qui a énormément de ressources si elle est destinée à recevoir énormément de requêtes à la fois. Donc, par exemple, on a des notions en cas de plantage de machines. Lorsque vous avez passé votre bac, vous voulez récupérer le résultat, vous étiez plusieurs à aller envoyer des requêtes à une même machine qui était le serveur. Et cette machine-là, malgré qu'elle a des capacités importantes, elle ne peut pas répondre à un nombre maximum de requêtes, en tout cas un nombre qui dépasse un maximum de requêtes. Donc, si elle reçoit plus qu'elle peut traiter à la fois, donc elle tombe en panne, ou là elle est saturée, donc pendant un certain temps, donc elle ne peut pas répondre à vos besoins. Donc, il faut que la machine que vous allez utiliser
donc permet, a une capacité de traitement qui répond à vos besoins. Donc, si vous avez un certain nombre de services dans votre entreprise, vous avez, on va dire, une centaine de personnel, donc il faudrait que, au minimum, si les 100 veulent communiquer ou envoyer des requêtes en même temps vers ce serveur-là, ce serveur puisse justement traiter 100 requêtes en parallèle. Voilà, donc c'est ce qu'il faut estimer, en tout cas évaluer avant justement d'installer des applications sur une machine, c'est-à-dire voir les capacités, et aussi bien logiciel que hardware de votre équipement pour voir est-ce qu'il satisfera vos besoins au niveau de l'entreprise. Donc, pour conclure, en tout cas résumer, donc, cette notion de serveur, elle est dynamique. Elle dépend du service qui est offert. Et donc, dans le domaine réseau, on a introduit ce concept-là de concept ou la paradigme client-serveur. C'est-à-dire, pour un service, je vais avoir une seule machine pour laquelle je vais installer un logiciel qui a pour rôle de produire ce service et tous les autres machines vont être clients par rapport à ce service. Donc, j'aurai besoin d'installer une application cliente au niveau de ces machines-là pour pouvoir interroger le serveur. Un exemple simple, c'est l'accès aux pages web. C'est-à-dire, moi, quand j'ai envie de récupérer une page web, je le fais à travers un navigateur. Ça pourrait être Google Chrome, ça pourrait être Netscape, tous les navigateurs qui existent actuellement. Donc, ce sont des navigateurs qui me permettent de saisir l'URL de la page que j'ai envie d'accéder. Cette requête-là, elle est envoyée vers le serveur web qui est forcément sauvegarde une information qui est quelque part. Et donc, ce serveur-là, il va m'envoyer la page web encodée. Lorsqu'elle arrive à mon niveau-là, je vais l'afficher au niveau de mon navigateur. Donc là, au niveau des clients, j'ai installé le client qui est le navigateur. Au niveau du serveur, j'ai installé le serveur Apache qui permet justement de traiter les requêtes HTML qui sont envoyées avec le protocole HTTP qui sont envoyées par les clients. Et je peux extrapoler avec tous les autres types de serveurs. Il y a les serveurs FTP, par exemple, qui permettent de télécharger les fichiers, etc. OK? Donc, ça, c'est le concept client-serveur qu'on va retrouver souvent dans les applications réseau, en tout cas dans les communications réseau. Ce paradigme fait face à un autre paradigme, c'est-à-dire une autre architecture de communication, c'est l'architecture peer-to-peer. Alors, en français, ça se traduit égal à égal. Hein? Donc, dans ce paradigme-là, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire, dans le premier concept, il y avait une certaine hiérarchie entre les serveurs qui étaient puissants, qui avaient un rôle différent, et vous avez les autres, les clients, qui avaient un rôle moindre. C'est-à-dire, Wahid il produit, le Khorin Kamil il consomme. Dans le paradigme peer-to-peer, c'est une hiérarchie égalitaire. C'est-à-dire tout le monde a les mêmes droits et a les mêmes devoirs. C'est-à-dire tout le monde est serveur et client en même temps pour le même service. Donc, dans ce type de concept de communication, je peux imaginer, par exemple, des machines qui collaborent pour réaliser des tâches. Par exemple, il y a des applications image, c'est-à-dire qui permettent de partager le contenu de son ordinateur, de son disque dur, entre différentes machines qui se trouvent dans le monde. Donc, vous pouvez accéder vers notre disque dur, voir si vous trouvez, par exemple, des livres numériques, ou là, des MP3, ou là, de les récupérer. Mais aussi, d'autres clients peuvent, à travers la même application, peer-to-peer, accéder à votre propre disque dur et récupérer des informations qui les intéressent. Donc, ça, c'est des types d'applications qu'on peut retrouver, par exemple, sur Internet, là, dans un réseau en général. OK. Donc, le principe là, il est différent. C'est-à-dire que tout le monde est serveur et tout le monde est client pour un même service. D'accord? Donc, voilà, on introduit ces deux concepts parce que c'est important. Lorsque vous êtes amené vous-même à créer une application réseau, vous pouvez choisir que cette application travaille avec le premier concept, c'est-à-dire le paradigme client-serveur,
voulez qu'elle travaille selon le deuxième concept, peer-to-peer. Donc, si vous voulez qu'elle travaille avec le concept client-serveur, maintenant, vous aurez à concevoir deux applications. Une application serveur que vous allez mettre au niveau d'une machine, et la machine devrait avoir des ressources supplémentaires et plus importantes, et vous devez concevoir, programmer une application client qui est censée envoyer simplement des requêtes et récupérer l'information. Comme vous pouvez concevoir votre application réseau par le paradigme égal à égal, c'est-à-dire que toutes les machines vont avoir la même application, donc vous avez une seule application, mais cette application, elle est en même temps client et elle est en même temps serveur. D'accord? Donc, c'est deux visions différentes de la façon dont je vais programmer mes applications qui vont définir l'architecture de communication dans le réseau. Est-ce que c'est clair pour ces deux notions? Oui, monsieur. Voilà. Et donc, ça va revenir souvent, hein, les deux paradigmes. Vous allez les retrouver souvent dans le monde informatique. C'est-à-dire, quelles que soient les applications que vous serez amené à programmer, donc soit ce sont des applications client-serveur, soit c'est des applications peer-to-peer. Alors, ce qui va suivre, c'est l'historique d'évolution des réseaux. Donc, ça, je vais passer parce que vous connaissez cette historique. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le voir après sur le cours. Hein, je pense qu'il y figure. Hein. Donc, c'est les dates importantes de l'évolution. Donc, à partir du premier ordinateur jusqu'au premier réseau, jusqu'à le premier protocole qui a été utilisé dans Internet, qui était CPIP, et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Hein. On va passer aux choses plus importantes. C'est les équipements. Donc, on va détailler, s'intéresser à la constitution en termes équipement d'un système téléinformatique. Donc, que va contenir, qu'est-ce que j'ai besoin pour concevoir un réseau. Bon, le réseau, pour pouvoir le constituer, il faut donc des équipements tels que des PC, des serveurs, enfin on différencie entre clients et PC, clients et serveurs, des équipements d'interconnexion dont on avait parlé tout à l'heure, des interfaces de communication, c'est-à-dire les cartes réseau, les modems, etc. En plus de tout ce qui est support. Alors, le support de communication, ça peut être des supports câblés. Mais même dans les supports câblés, on va trouver différents types de supports. Ça pourrait être la fibre optique, ça pourrait être des pertors SAD, ça pourrait être... En tout cas, les câbles ne sont pas les mêmes. Donc, il y a différents types de câbles. Et forcément, chaque câble a ses caractéristiques. Et les non câblés, c'est-à-dire l'utilisation de la voie hertzienne, c'est-à-dire l'air, pour pouvoir envoyer donc des signaux spécifiques et les récupérer au niveau des autres machines. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les supports de transmission. Donc, tout ça va constituer notre système téléinformatique ou là, notre réseau. OK. Alors, les éléments, ce qu'on avait appelé les éléments terminaux, en tout cas, avant, c'est dans le réseau, je vais distinguer les éléments les plus importants. Donc, les éléments les plus importants, c'est les éléments qui se trouvent à la périphérie du réseau, c'est-à-dire c'est ceux qui vont consommer de l'information ou la produire. On va les appeler les ETTD, c'est-à-dire équipements terminaux de traitement de données. Donc, ça va englober les éléments terminaux, c'est-à-dire les interfaces client-écran, clavier-écran, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de ressources propres à eux. Les stations de travail qui ont un peu plus de ressources, qui sont les PC, les laptops, les smartphones, etc. Bien que les smartphones, je vais les mettre dans une catégorie à part parce qu'ils ont des possibilités moins importantes que les PC et ils ont la particularité d'être mobiles, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer. Et on a les serveurs, les ordinateurs centraux, qui, eux, ont des ressources plus importantes. Donc, tous ces éléments-là, ce sont les ETTD, c'est-à-dire les équipements qui vont soit consommer de l'information ou la produire. Okay. Donc, on va les retrouver à la périphérie du réseau.
Donc, vous pouvez imaginer le réseau comme étant une boule. Et donc, les ETTD, on va toujours les trouver au niveau du cercle de cette boule-là. OK. Et à l'intérieur de ce cercle-là, on va retrouver les équipements d'interconnexion, la câblerie, etc. Pour pouvoir interconnecter ces éléments-là, les ETTD, j'ai besoin d'interfaces qu'on appelle les ETCD, ou bien équipements terminaux de circuits de données. Donc, l'ETCD, c'est ce qui va s'apparenter à ce qu'on appelle la carte réseau, ou bien le modem. C'est-à-dire, c'est l'interface qui va permettre d'interfacer le câble, le support, qui va être utilisé pour transmettre le signal de données, avec la machine. Alors, à votre avis, pourquoi j'ai besoin d'utiliser une carte réseau? Pour pouvoir envoyer mon signal sur le câble. Là, vous voyez qu'il y a deux machines. Chaque machine a sa carte réseau que j'appelle l'ETC. Pour déchiffrer les informations. Pourquoi déchiffrer? Bon, au départ, je ne déchiffre pas. Plutôt, je vais encoder. Coder. Mais, encoder. alors, effectivement, encoder et déchiffrer. Donc, ça dépend où je me situe. Mais pourquoi encoder? Donc, cela sous-entend que le type de signaux qui circulent sur le câble ne sont pas les mêmes que les types de signaux qui sont utilisés à l'intérieur de la machine. Si je dois encoder et déchiffrer. Comment est représentée l'information au niveau de la machine? En Ici, binaire. pour transformer le type d'information, puisque Sous forme de signaux. en extérieur, ça peut être fil ou là sans fil, mais en intérieur, c'est toutes des informations. Non, au niveau physique, comment vous représentez le 0 et le 1 au niveau d'une machine? Là, on parle au niveau signal. Interférence électrique. Et donc, la machine, normalement, vos ordinateurs, vos PC fonctionnent avec l'électricité. Donc, c'est l'électricité qui va permettre de représenter l'information binaire. Oui. Donc, comment vous représentez le 0, comment vous représentez le 1 dans une machine? Par passage d'électricité ou non? Un signal. Par exemple, c'est-à-dire que vous avez un certain voltage pour représenter le 1, peut-être un autre voltage pour représenter le 0, ou là, l'absence de courant. Donc là, c'est deux niveaux électriques qui vont permettre, pendant un cycle d'horloge, pour désigner est-ce que vous envoyez un 0 ou là un 1. Vous avez vu en première année, je crois, ou en deuxième année, dans Structure Machine, comment justement a été représentée cette information et comment fonctionnaient les processeurs Archie. C'est en deuxième année. Le module Archie, vous l'avez fait en deuxième année. Oui. Ok. Donc, vous avez vu ça, vous avez vu comment se faisait la représentation de l'information, comment fonctionnait le processeur, etc. Donc, cette représentation de l'information binaire 0,1, avec le cycle d'horloge qu'il y a, c'est-à-dire actuellement, les processeurs fonctionnent avec des milliards et des milliards de transactions par seconde. C'est très, très rapide. Est-ce que vous pensez que ces signaux-là, que je vais utiliser à l'intérieur des machines, sont adaptés pour circuler sur un câble externe qui peut s'étaler sur des distances très importantes? C'est-à-dire qu'on ne parle pas de centaines de mètres, mais on peut parler de kilomètres ou là de... Pourquoi? Donnez-moi une raison simple. Monsieur, il y a le père de l'énergie. Voilà. À l'intérieur de l'ordinateur, c'est le low voltage. C'est-à-dire déjà, vous connaissez, à partir de ce que vous avez vu au lycée quand vous avez fait physique, vous savez que lorsque vous envoyez par exemple un courant électrique sur un câble, il y a une déperdition énergétique, c'est-à-dire que l'électricité va se transformer en chaleur. C'est-à-dire si vous envoyez un courant électrique, il a une durée de vie, c'est-à-dire qu'il ne va pas garder sa puissance tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'énergie qui va se transformer, du fait de la résistance du câble, elle va se transformer en chaleur.
Donc, les courants électriques qui sont utilisés à l'intérieur d'un ordinateur sont des courants très faibles. Et les résistances à les câbles aussi sont très faibles. Et d'ailleurs, les distances que je parcours ici sont très faibles aussi, hein, c'est de l'ordre de 10 cm. Sur des supports bien adaptés, c'est-à-dire ce sont des bus qui consomment très peu en termes d'énergie, c'est-à-dire l'énergie qui est perdue, elle est très très faible. Si vous deviez considérer ces mêmes signaux pour être envoyés sur d'autres types de câbles, parce que les câbles externes, c'est d'autres types de câbles, ce ne sont pas des bus, eh bien, ils ne pourront pas se propager au-delà de quelques centimètres. C'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité d'envoyer ces signaux sur de très longues distances. Comme maintenant, les réseaux peuvent s'étaler sur des centaines, voire plusieurs kilomètres, donc je ne peux pas utiliser les mêmes signaux. Ça, c'est une raison. Mais aussi, il y a une autre raison pratique, c'est que le câble qui est utilisé, ou le support de manière générale, peut ne pas considérer des signaux électriques. Ce qui permet de traduire un signal électrique vers un signal radio. Si j'envoie sur la fibre optique, là aussi, ce n'est pas un signal électrique, c'est un signal lumineux, optique. Donc, c'est à la carte réseau d'adapter le signal qui est envoyé ici vers un signal adapté au type de support sur lequel je vais envoyer. Donc, il n'y a pas qu'une seule ETCD, il n'y a pas qu'une seule carte réseau. J'avais dit tout à l'heure, il y a autant de cartes réseau qu'il y a de supports qui soient câblés ou là non câblés. OK. Et ça dépend aussi de plusieurs paramètres. Quelle est la technique que je vais utiliser? Quels sont les protocoles aussi de communication physique que je vais utiliser? Donc, voilà. Donc, en tout cas, si je dois donner un rôle à l'ETCD, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire adapter le signal électrique donc, utilisé par l'ordinateur au signal, je ne dis pas électrique, mais au signal qui va être exploité par le support de communication utilisé dans mon réseau. Donc, ce support-là, il peut être de différents types. Hein. Il peut être optique, si c'est la fibre optique, il peut être électrique, il peut être hertzien, donc si j'utilise LED. Et donc, il faut adapter par rapport à ce type de support. Aussi, on va distinguer les cartes réseau par rapport à un type de transmission. Donc, on verra par la suite qu'il y a deux types de transmission, deux façons de transmettre. En tout cas, deux types de signaux. Il y a les signaux analogiques et il y a les signaux numériques. Alors, si le signal il est numérique, si je le qualifie de numérique, je vais utiliser donc des cartes réseau numériques. Si le signal il est analogique, je vais utiliser une carte réseau spécifique que je vais appeler le modem. Donc, le modem, c'est la carte réseau qui est utilisée dans le cas où j'utilise donc des signaux analogiques. Donc, quand on abordera le chapitre 2, on distinguera le signal analogique du signal numérique. Donc, chacun a ses propres caractéristiques. Donc là, je n'ai pas envie de détailler, mais sachez qu'il y a deux types de signaux. Il y a le signal analogique et le signal numérique. Donc, en fonction du signal que vous allez envoyer, donc vous utilisez une carte réseau spécifique. Donc, si c'est un signal analogique, on va appeler ça un modem. Pourquoi modem? C'est l'acronyme de modulateur, démodulateur. C'est-à-dire qu'il faut moduler, c'est-à-dire l'opération d'encodage au départ, elle est appelée modulation. L'opération de décodage à l'arrivée, lorsque le signal arrive, elle est appelée démodulation. C'est pour ça qu'on l'appelle le modem. Un exemple, votre modem ADSL. Donc, vous avez normalement un modem ADSL ou un routeur ADSL. En tout cas, cet équipement-là va utiliser une transmission analogique puisqu'il est relié à votre câble téléphonique. Le câble téléphonique, en général, c'est un signal analogique qui est utilisé. Donc, c'est pour ça que c'est un modem à la base qui va être utilisé. C'est bon? Alors, je vais terminer rapidement pour aujourd'hui. Encore 2 minutes et je termine.
Si on a tout dit ici. Ok, donc on termine pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Est-ce qu'il y a des questions? Allô, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, on est là. Pardon? Il n'y a pas de questions? Pas de question. Ok, donc on se retrouve demain, Inch'Allah, à 2 heures sur le même lien, hein, le même lien de Google Meet. C'est ça, 14 heures, ça vous convient? C'est bon, 14 heures? Oui, monsieur, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, donc à demain. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur.